Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, on va continuer la série sur les champions du monde avec des fun facts entre guillemets, des petites anecdotes et surtout des parties qui sont méconnues de ces joueurs-là. Donc aujourd'hui on va parler du deuxième champion du monde, on va parler d'Emmanuel Lasker, à pas confondre avec Édouard Lasker, qui apparemment avait un lien de famille avec lui mais qui était un autre grand maître. Emmanuel Lasker c'est un joueur particulier, c'est un joueur qui est né en 1868, qui est mort en 1941. Et surtout, c'était un joueur qui a eu une carrière à la fois évidemment aux échecs, il a été champion du monde, c'était aussi un philosophe, il a écrit des livres, il avait un doctorat en philosophie, c'était un mathématicien, c'était un des meilleurs amis d'Einstein, qui a rédigé la préface à un de ses bouquins, une de ses biographies qui est incroyable, et que je recommande vivement, c'est un bouquin de Hanak, il s'appelle sur la vie de Lasker, qui est vraiment incroyable. Et en gros, ce joueur, il doit être retenu pour avoir fait la jonction vers les échecs modernes, surtout avec la notion de match et de professionnaliser la carrière des joueurs d'échecs. Parce qu'avant lui, Steinitz est mort dans la misère, la plupart des grands maîtres du 19e vivotaient mais avaient du mal à s'en sortir, ça dépendait un peu des pays et des phases, mais quand ils trouvaient des mécènes qui finançaient des tournois, ça allait. Et après, il y avait des périodes de vaches maigres où ils n'avaient pas un sou et ils vivaient en faisant des exhibitions ou des petits cours, mais c'était un peu triste, quoi. Lasker, c'était le premier à se mobiliser pour qu'il y ait des grands tournois avec beaucoup de prix et que les joueurs puissent vivre de leur art, quoi. C'était aussi un joueur qui venait d'une famille juive, donc il a dû fuir pendant une partie de sa vie aux États-Unis. Il a connu une vie un peu compliquée, un peu mouvementée, un peu triste par moment, mais il a toujours maintenu un niveau de fou. C'est-à-dire que contrairement à Steinitz, comme je vous disais précédemment, qui a un peu connu une chute brutale à la fin de sa carrière, Lasker, il est resté au top. Il est resté champion du monde pendant 27 ans, donc c'est stratosphérique. Et surtout, c'était le premier à avoir, et c'est pour moi le point le plus important dans son jeu, c'était le premier à avoir incorporé la dimension psychologique dans les matchs. Donc il a torturé dans des matchs Schlechter, Blackburn, Miesis, plein de joueurs de son époque, mais avec toujours une dimension psychologique super forte. On peut surtout penser à son match contre Tarrasch. Et Tarrasch était un peu son rival, c'était un joueur qui avait 6 ou 7 ans de plus que lui, qui était un joueur allemand aussi, et qui était en gros le joueur le plus classique de l'époque. C'était le premier à avoir écrit un bouquin qui s'appelle La partie d'échecs moderne, si je ne dis pas de bêtises, en rassemblant plein de préceptes qu'avait un peu trouvé Steinitz dans ses parties. Il a mis tout ça en écrit, il en a fait un espèce de corpus théorique, en disant si on veut progresser aux échecs, il faut jouer comme ça. Et Lasker a rajouté une nouvelle dimension qui était celle, notamment dans les matchs, donc pas dans les tournois, mais quand on a un seul adversaire pendant une vingtaine de parties en face pendant 2 mois, la dimension psychologique. C'est-à-dire si le mec aime les positions ouvertes, on va lui donner des positions fermées. Si le mec aime l'attaque, on va essayer de le jouer un peu en laissant des appâts dans les parties, dans les positions. Et donc toute cette dimension-là, ça a fait que c'était un joueur redoutable, quoi. C'était vraiment un mec qui savait lire le mec qu'il avait en face de lui. Et la grosse différence donc, entre peut-être Steinitz et Tarrasch d'un côté et lui, c'était que Steinitz et Tarrasch jouaient la position, toujours, et jamais l'adversaire. Et Lasker, c'est le premier à jouer l'adversaire qu'il a en face de lui, et non pas la position. C'est-à-dire que le bon coup, ça l'intéressait pas forcément. Ce qui l'intéressait, c'était le coup qui est le plus pénible pour le mec qu'il a en face de lui. Pour illustrer ça, j'ai pris une partie incroyable, que je vais vous montrer, qui est une partie qu'il a jouée contre Tartakover. Donc Tartakover, c'est un joueur un peu fantasque de la même période, qui est un joueur polonais, qui a vécu en France aussi. Et c'est un des joueurs associés au courant hyper moderne, donc c'est le mec qui a inventé l'ouverture avec B4 au premier coup. Voilà, c'est un joueur un peu funky, mais qui était dans le top 12 mondial de l'époque, quoi. Donc c'est pas un rigolo non plus. Donc regardez la partie, il joue A3, Tartakover au deuxième coup, donc déjà on sent qu'on est face à un joueur qui a un mood spécial dans son approche des ouvertures. Et là, regardez. On avance dans cette position-là. Cavalier C6, D4. On a une structure qui rappelle presque un peu une Est indienne en réalité, là. Et les blancs poussent E4. Ok. Quand les blancs poussent E4, ils ont un avantage d'espace. Et en même temps, nous, on a des pièces qui sont assez... qui manquent d'espace, elles se marchent un peu dessus, on n'a pas de levier pour se libérer, c'est un peu pénible. Et donc là, Lasker, il savait que Tartakover, il aimait bien les positions avec l'attaque, il aimait bien prendre l'initiative, et donc regardez, il lui a tendu un piège. Il a joué cavalier G6, et il sentait que vu que Tartakover venait de jouer cavalier H2 deux coups plus tôt, il allait jouer F4. Et sur F4, son idée, c'est de pousser F5. Et donc là, c'est le premier moment où il y a une prise de décision fondamentale ici. Je pense que tous les grands maîtres joueraient le même coup sans réfléchir. L'idée, c'est de surtout pas laisser l'adversaire jouer F5, parce que sinon on va passer la partie resserrée avec toutes nos pièces qui se marchent dessus, c'est surtout ça qui est important, on n'aura pas de contre-jeu, on va être étouffé, et donc regardez, pion prend. Quand il joue pion prend, il ouvre la colonne de la tour, et surtout, il récupère, regardez, la case E5. La case E5, c'est une case forte, et on retrouve cette faiblesse en E4, ici, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Mais ce thème est vraiment super important, on a et la case forte, et le pion arriéré sur la colonne semi-ouverte, et surtout,
on a le mauvais fou chez les blancs. Et donc là, Lasker, il panique pas du tout. Il y a des joueurs qui seraient un peu stressés de se dire ah ouais, mais là, je vais me faire attaquer sur la colonne F, je vais me faire massacrer, etc. Pas du tout. Fou E7. Fou E7, c'est un coup très joli, regardez pourquoi. Tour F1. Je vais plutôt vous montrer le prochain coup, je vais plutôt vous inciter à mettre pause, parce que je pense que sinon, il y en a qui vont être déçus de ne pas avoir trouvé la suite, mais on s'attarde souvent sur les combinaisons, des sacrifices de pièces, etc. Ici, c'est plus quelque chose de, comment dire, de lent, c'est plus un jeu de manœuvre, mais c'est une manière de dégoûter les blancs de la situation d'attaque qu'ils avaient tant attendue et qui en fait va rien amener. Donc comment est-ce que vous placeriez vos pièces ici pour améliorer votre position? Lasker, il a joué tour F8, et donc ces deux derniers coups, regardez, c'est fou E7 et tour F8. Ça paraît bizarre parce que le fou est en F8 à la défense du roi, il revient en E7 là où il était encore avant, et la tour avait bougé en E8, elle revient en F8. Donc pourquoi il fait ça? Sur dame D3, son idée, regardez, c'est de jouer fou E8. Pourquoi est-ce qu'il joue fou E8? C'est pour jouer cavalier D7 et cavalier E5. Ce plan, il est magnifique. Et surtout, il va poser un gros problème aux blancs parce que les blancs ont donné la paire de fous, ils ont donné leur bon fou. Donc s'ils se retrouvent avec une position complètement paralysée, bloquée à cause de ce cavalier monstrueux en E5 qui protège F7, bah en fait, ils seront comme des idiots, quoi. Donc, dame G3, maintenant on aimerait bien mettre ce cavalier en E5. Le truc, c'est que si on joue cavalier D7, peut-être que les blancs peuvent envoyer un fou G4 qui va clouer sur notre dame, et dans ce cas-là, on ne pourra pas mener à bien ce qu'on avait prévu. Les blancs vont se débarrasser de leur mauvais fou, et ils vont récupérer notre cavalier, qui est la dernière pièce qu'on a, qui peut sauter en E5. Donc, dame D8. Et donc, quand vous voyez ces coups-là, on a l'impression que c'est pas un champion du monde qui joue, on a l'impression que c'est un rigolo qui a appris à jouer il y a 2 minutes et qui place les pièces un peu n'importe comment. En fait, c'est très profond la manière dont il a joué, et c'était une manière aussi de faire tilter complètement Tartakover. C'est une manière de rentrer dans sa tête et de jouer la suite de coups qui l'énerve le plus possible, et le type de position qui allait l'agacer, quoi. Donc cavalier D1 et cavalier D7. Les blancs jouent cavalier E3, et là on a un autre coup très important, fou G5. Fou G5, ce mauvais fou qui était enfermé ici, regardez, ressort. Et là, Tartakover va complètement craquer parce que sur H5, la tour a plus de cases. Et donc là, sur fou H5, on gagne une qualité. Donc la partie a continué comme ça, regardez. Il s'installe enfin en E5, cavalier prend, dame prend, reprendre une pièce. Là, il a une qualité de plus, mais le fou en F3 n'a pas de valeur. C'est un énorme pion que vous avez là. Et c'est comme si les blancs avaient une chaîne de pions avec un pion un peu bizarre, un peu plus grand que les autres en F3, quoi. F5 pour ouvrir, parce que quand on a la qualité de plus, il faut absolument que les tours s'expriment. Donc il ouvre un peu la position. Et là, regardez, après dame prend B2, il profite, je suis passé un peu vite sur cette séquence, mais regardez, il revient avec la dame ici, il protège sa tour, si les blancs mangent, ils perdent la dame, donc dame E7, dame F4, il échange, et il va à dame. Hop, je passe vite sur la fin parce que c'est pas ce qui m'intéressait le plus dans cette partie, mais dans cette position, il a abandonné puisque ça sent le mat. Juste le truc à retenir, c'est regarder. Lasker, encore une fois, joueur très particulier pour cette notion de intégrer la psychologie aux décisions qu'on prend, à la fois dans les choix d'ouverture, mais aussi dans le type de position qu'on joue. Et ça s'est vu avec cette partie contre Tartakover, encore une fois, un joueur très actif, etc. Il le tente pour qu'il joue F4, quand l'autre pousse F4, il lui enlève sa meilleure pièce. Ensuite, il joue sur la faiblesse, c'est-à-dire la case E5, en manœuvrant ses pièces pour pouvoir installer un cavalier en E5. Ça a l'air très simple dit comme ça, évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça a l'air, mais vous pouvez quand même en retirer quelque chose pour vos parties. Pensez bien à essayer de rentrer dans la tête de votre adversaire quand vous avez un pote avec lequel vous jouez souvent, quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous avez l'habitude de blitzer, que vous avez l'habitude de trash talker aussi. N'hésitez pas à rentrer dans sa tête en essayant d'amener des positions qu'il n'aime pas pour scorer davantage de victoires.